Depuis des décennies, la course aux véhicules électriques suivait un ensemble de règles. Une batterie plus grande, une charge plus rapide, une autonomie plus longue. Chaque fabricant sur Terre jouait le même jeu sur le même plateau. Puis, quelque chose s'est produit dans une installation d'ingénierie discrète en 2024 qui a complètement brisé ce plateau. Les résultats étaient visibles depuis des mois. La presse automobile grand public les a complètement ignorés. Et les implications, si les premières données se confirment, ne se contentent pas de changer la course, elles l'achèvent. Pour comprendre pourquoi ce qui vient de se passer est si important, vous devez saisir le monde dans lequel cela s'est produit. La course aux véhicules électriques n'a pas commencé avec Tesla. C'est un mythe qu'il est temps de démonter. General Motors a mis l'EV1 sur les routes en 1996. Il était loué à des clients en Californie. Les gens l'adoraient. Puis GM a rappelé chacun d'eux et les a broyés. Tous. Si vous voulez plonger dans un trou de lapin vraiment dérangeant un dimanche après-midi, renseignez-vous sur ce qui est arrivé à l'EV1 et à ceux qui l'ont conduit. Je vous en prie et je suis désolé. L'ère moderne des véhicules électriques a vraiment commencé à prendre forme au début des années 2000, lorsque la technologie des batteries a commencé à rattraper l'ambition. Les cellules lithium-ion, initialement développées pour l'électronique grand public, se sont révélées être la fondation dont l'industrie avait besoin. Elles étaient denses en énergie, rechargeables et évolutives. Chaque grand fabricant a commencé à investir de l'argent dans la même architecture de base. La formule était simple. Empaqueter autant de cellules lithium-ion que possible dans une plateforme de véhicule. Gérez-les avec des logiciels sophistiqués. Améliorez l'autonomie à chaque nouvelle génération. Réduisez le temps de charge. Répétez. Tesla a accéléré cette trajectoire plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Le Roadster en 2008 a prouvé que les véhicules électriques n'avaient pas à être lents, compromis ou moches. La Model S en 2012 a démontré que l'anxiété d'autonomie, la peur de manquer de charge avant d'atteindre une destination, pouvait être résolue avec une capacité de batterie suffisante. En 2020, chaque grande entreprise automobile sur Terre avait annoncé des objectifs d'électrification agressifs. Volkswagen, Ford, General Motors, Toyota, Mercedes-Benz. La course était lancée et les règles étaient établies. Plus de kilowattheures, une meilleure gestion thermique, une charge plus rapide, des cellules moins chères. C'était le jeu. C'était tout le jeu. Et pendant 20 ans, chaque concurrent a accepté ces règles sans question. Les milliards de dollars investis ne visaient pas à réinventer l'architecture fondamentale de la propulsion électrique. Ils allaient vers la même chose, mais mieux, plus vite et moins cher. Une amélioration incrémentale le long d'une courbe connue. Personne ne remettait en question la courbe elle-même. C'était la première erreur. Le problème dont personne ne parlait ici, c'est la nature même de l'amélioration incrémentale. Cela fonctionne jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. La batterie lithium-ion, malgré toutes ses réussites, a un plafond. Et au début des années 2020, l'industrie était silencieusement et mal à l'aise consciente qu'elle approchait ce plafond plus rapidement que le public ne le comprenait. La densité énergétique, la quantité d'énergie que l'on peut stocker par kilogramme de poids de batterie, a constamment progressé, mais le rythme de cette amélioration a ralenti. Les gains qui semblaient dramatiques dans les années 2010 sont devenus plus petits et plus difficiles dans les années 2020. La physique de la chimie lithium-ion impose des limites que l'on ne peut pas contourner avec un meilleur logiciel ou une fabrication plus intelligente. On peut optimiser indéfiniment, mais à un moment donné, on polit l'extérieur d'une boîte qui ne peut pas croître. La vitesse de charge présentait un autre type de plafond. La charge rapide semble merveilleuse dans un communiqué de presse, mais ce que cela signifie réellement au niveau électrochimique, c'est forcer de grandes quantités d'énergie électrique dans une cellule de batterie en peu de temps. Répétez cela et vous générez de la chaleur. La chaleur dégrade la chimie de la batterie. Dégradez la chimie de la batterie suffisamment de fois et votre autonomie de 600 km devient une autonomie de 500 km, puis de 400 km. La batterie qui semble si impressionnante sur le sol de la salle d'exposition perd discrètement de la capacité dans votre garage chaque nuit. La plupart des propriétaires ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour y remédier. Ensuite, il y a le problème de la chaîne d'approvisionnement. Celui qui fait taire les ingénieurs lors des dîners. Les batteries lithium-ion nécessitent évidemment du lithium, mais elles nécessitent également du cobalt, du nickel, du manganèse et une gamme d'éléments de terres rares qui sont concentrés dans un nombre remarquablement restreint de lieux sur Terre. La République démocratique du Congo fournit plus de 70% du cobalt mondial. Une partie significative du traitement des terres rares se fait en Chine. La révolution des véhicules électriques,
celle censée libérer le monde de la dépendance aux chaînes d'approvisionnement en combustibles fossiles instables, s'est silencieusement construite sur une autre série de chaînes d'approvisionnement instables. Même problème, mais minéral différent, pays différent. Ce n'est pas exactement l'histoire de libération qui avait été racontée dans les communiqués de presse. Et personne ne voulait le dire haut et fort parce que l'histoire était bonne. L'histoire fonctionnait. Les consommateurs étaient enthousiastes. Les gouvernements offraient des incitations. Les prix des actions faisaient des choses intéressantes. L'élan était réel. Pourquoi compliquer cela avec la géologie peu commode du cobalt? Mais les ingénieurs le savaient. Les scientifiques des matériaux le savaient. Certains des analystes les plus honnêtes le savaient. La fondation de la révolution des véhicules électriques avait une fissure. Et tout le monde avec un plan espérait discrètement que la fissure ne s'étendrait pas avant que quelqu'un ne découvre quoi faire à ce sujet. Quelqu'un a découvert quoi faire. Cette personne n'était pas celle que l'industrie attendait. Et ce qu'ils ont découvert n'était pas ce que quiconque recherchait. Ce que Musk a réellement révélé. En 2024, des détails ont commencé à émerger des équipes d'ingénierie de SpaceX et de Tesla concernant une technologie de propulsion et de conversion d'énergie qui avait été développée en grande partie à l'écart du regard public pendant plusieurs années. Je dois être précis ici, car c'est à ce niveau que la couverture médiatique, celle qui existait, est devenue véritablement bâclée. La plupart des reportages se concentraient sur les améliorations progressives de la plateforme de batterie existante de Tesla, la nouvelle chimie des cellules, la gestion thermique révisée, le processus de fabrication mis à jour à la Gigafactory. De réelles améliorations. Toutes de bonnes histoires rapportées avec compétence, mais enfouies dans la documentation technique, dans les articles d'ingénierie, dans les présentations diffusées en direct à des centaines de spécialistes, puis montées en séquence de moments oubliables. Se trouvait quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas une amélioration de l'architecture existante, mais un remplacement. La technologie s'inspire de principes développés grâce au programme de moteur Raptor de SpaceX. Restez avec moi ici car je sais que cela ressemble à un virage brusque vers la science des fusées. En un sens, c'est le cas. Mais c'est exactement le lien que la presse automobile a manqué, car les journalistes automobiles ne lisent généralement pas les articles d'ingénierie aérospatiale. Il s'avère que c'est un important angle mort professionnel. Le moteur Raptor, qui propulse la fusée Starship de SpaceX, utilise un cycle de combustion à flux complet. C'est une architecture thermodynamique si efficace que la plupart des ingénieurs aérospatiaux la considéraient théoriquement idéale mais pratiquement impossible pendant des décennies. Les Russes ont réalisé une version partielle dans les années 60. Personne d'autre n'a été près de cela pendant 50 ans. SpaceX n'a pas seulement construit un moteur à combustion à flux complet fonctionnel. Ils en ont construit des dizaines, les ont fait voler, en ont fait exploser certains de manière instructive et les ont perfectionnés en quelque chose qui fonctionne. Ce que les équipes d'ingénierie ont transféré de ce programme vers les applications automobiles et de stockage d'énergie n'était pas le moteur fusée lui-même. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre un moteur Raptor sous le capot d'une Model S. Je veux dire, vous pourriez probablement l'y caser physiquement, mais je ne recommanderais pas l'essai routier. Ce qui a été transféré, c'est l'architecture thermodynamique, l'approche fondamentale de l'efficacité de la conversion d'énergie que le programme Raptor a prouvé réalisable à un niveau d'ingénierie que les générations précédentes considéraient hors de portée. Appliquée à la propulsion des véhicules électriques, cette architecture aborde l'inefficacité fondamentale qui a hanté les moteurs électriques depuis leur invention. Les moteurs électriques sont déjà extraordinairement efficaces par rapport aux moteurs à combustion interne. Un moteur à essence convertit environ 30% de l'énergie du carburant en mouvement. Le reste devient chaleur perdue. Un moteur électrique peut atteindre des efficacités supérieures à 90% dans des conditions optimales. Mais les conditions optimales ne sont pas les conditions de conduite. Le trafic stop and go, les vitesses autoroutières, le temps froid, les pentes abruptes, l'efficacité réelle d'un moteur électrique se dégrade considérablement par rapport aux pics théoriques. Et les systèmes de gestion de l'énergie qui essaient de compenser ces variations ajoutent de la complexité, du poids et leur propre perte d'inefficacité. Ce que la nouvelle architecture fait, et je veux être prudent pour décrire cela avec précision, car les détails importent énormément, c'est appliquer la conversion d'énergie par étapes au système de livraison de puissance du moteur. Au lieu de convertir l'énergie de la batterie stockée directement en force rotative en une seule étape, le système utilise plusieurs étapes de conversion, chacune fonctionnant à son pic d'efficacité, avec l'énergie perdue de chaque étape renvoyée à la suivante.
Le principe thermodynamique est le même que celui qui a rendu le moteur Raptor révolutionnaire. Rien n'est gaspillé. Chaque joule d'énergie qui serait devenue de la chaleur dans un système conventionnel est capturé et redirigé. Les résultats préliminaires des tests internes, des résultats qui ont été discutés dans les cercles d'ingénierie pendant des mois sans générer un seul titre dans les médias, suggèrent des améliorations d'efficacité dans le monde réel de quelque part entre 30 et 40% par rapport à la meilleure technologie de moteur électrique existante. 30 à 40%, laissez cela faire son chemin un instant. La science derrière le moteur. Pour comprendre pourquoi une amélioration de l'efficacité de 30 à 40% n'est pas juste un chiffre impressionnant, mais un chiffre qui pourrait changer la civilisation, vous devez comprendre ce que cela signifie réellement en pratique. Une amélioration de l'efficacité de 30% dans la propulsion électrique ne signifie pas que les voitures vont 30% plus vite. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Ce que cela signifie, c'est que la même quantité d'énergie stockée produit 30% de travail utile en plus. Ce qui signifie que si vous maintenez l'autonomie du véhicule constante, vous avez besoin de 30% de batterie en moins pour l'atteindre. Ce qui signifie que le véhicule est plus léger, ce qui signifie qu'il est moins cher, ce qui signifie que le processus de fabrication nécessite 30% de moins de ces cellules de cobalt, lithium, nickel et manganèse que l'industrie s'est efforcée de sécuriser dans ses chaînes d'approvisionnement. Vous ne résolvez pas un problème de chaîne d'approvisionnement en négociant plus durement avec la République démocratique du Congo. Vous le résolvez en ayant besoin de moins de ce qu'ils produisent. Mais les implications vont au-delà des chaînes d'approvisionnement. Parce que le poids compte dans les véhicules électriques d'une manière qui n'est pas immédiatement évidente pour la plupart des gens. Les batteries sont lourdes. Un pack de batteries de véhicules électriques typiques pèse entre 400 et 900 kg. Cela représente entre environ 800 et 2000 livres de cellules que le moteur doit déplacer avec tout le reste. Et déplacer ce poids nécessite de l'énergie, ce qui nécessite plus de batterie, ce qui ajoute plus de poids, ce qui nécessite plus d'énergie. Les ingénieurs appellent cela la spirale de masse. Et c'est l'un des problèmes fondamentaux de la physique qui a contraint la conception des véhicules électriques depuis le début. Chaque kilogramme de batterie que vous ajoutez pour augmenter l'autonomie ajoute également du poids qui annule partiellement l'augmentation de l'autonomie. Les rendements décroissants sont intégrés dans la géométrie du problème. Une amélioration de l'efficacité de 30 à 40% brise la spirale de masse. Si vous avez besoin de 30% de cellules en moins, le pack est plus léger. Un pack plus léger nécessite moins d'énergie pour être déplacé, ce qui signifie que vous pouvez réduire le pack davantage, ce qui réduit encore le poids. Vous êtes désormais dans un cycle vertueux plutôt que dans un cycle vicieux. Et les cycles vertueux en ingénierie, ils ont tendance à se cumuler de manière difficilement prévisible de l'extérieur. C'est ici que la connexion avec le moteur Raptor devient presque poétique. Le cycle de combustion à flux complet a fonctionné dans l'aérospatial parce qu'il s'approchait de la limite thermodynamique de ce qui est théoriquement possible compte tenu des lois de la physique. Ce n'était pas un tour d'ingénierie astucieux. Ce n'était pas une amélioration de fabrication. C'était une réévaluation fondamentale de la manière dont la conversion d'énergie est organisée et comment les déchets sont récupérés. Les gains d'efficacité n'étaient pas incrémentaux, ils étaient structurels. Le même principe appliqué à l'architecture des moteurs électriques fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas d'améliorer ce qui existait auparavant. Il remplace la structure sous-jacente de ce qui était là avant. Et voici la partie qui empêche certains ingénieurs de dormir la nuit en y réfléchissant. La technologie n'est pas à la limite de ce qu'elle peut faire. Le moteur Raptor, lorsque SpaceX l'a d'abord fait voler, atteignait des efficacités remarquables. Avec l'itération, avec les perfectionnements qui viennent de l'exploitation du système à grande échelle, ces efficacités se sont améliorées. La première version de cette architecture de moteur produit déjà des gains de 30 à 40% par rapport au système conventionnel. Ce n'est pas la version finale. Ce n'est même pas proche de la version finale. La question que l'industrie n'a pas encore correctement formulée, sans parler de la réponse, n'est pas de savoir si cette technologie fonctionne. Les premières données suggèrent qu'elle fonctionne. La question est de savoir à quoi ressemble le plafond. Et pour le moment, personne en dehors d'un petit groupe d'ingénieurs dans une installation que la plupart des gens n'ont jamais entendu connaît réellement la réponse. Ce que les experts disent et ne disent pas. Les réactions des communautés d'ingénierie et automobile ont été, et je veux choisir ce mot avec soin, révélatrices. Pas explosives, pas désinvoltes.
Pas le genre de débat public bruyant que l'on pourrait attendre si quelqu'un avait fait une affirmation extraordinaire que les experts croyaient fausse. La réaction a été calme, réfléchie et dans plusieurs cas conspicuement retardée. Lorsque Tesla a annoncé des percées précédentes, la réponse des concurrents a été rapide et confiante. L'annonce de la cellule 4680 en 2020 a généré une analyse immédiate des chercheurs en batterie chez les fabricants automobiles concurrents. L'architecture de la batterie structurelle a suscité des critiques techniques pointues en quelques semaines. L'industrie savait quoi rechercher. L'industrie avait des opinions et les a partagées. La réponse à ce qui a émergé de l'architecture du moteur à combustion échelonnée a été différente. Certains des noms les plus respectés dans l'ingénierie des moteurs électriques n'ont rien publié. Certains ont donné de brefs commentaires soigneusement formulés dans des publications spécialisées qui s'apparentent à une reconnaissance de l'existence de la technologie tout en refusant de l'évaluer davantage pour le moment. Un ingénieur senior d'un grand constructeur automobile européen, s'exprimant sans attribution auprès d'une publication technique, a décrit l'architecture comme nécessitant plus d'études avant qu'une évaluation soit possible. Nécessitant plus d'études. Ce n'est pas ce que disent les experts à propos d'une technologie qu'ils croient fausse. C'est ce que disent les experts à propos d'une technologie qu'ils essaient encore de comprendre. Il y a une différence significative entre « j'ai examiné cela et cela ne fonctionne pas » et « je suis encore en train d'examiner cela et je ne suis pas prêt à vous dire ce que je pense ». La première réponse rejette. La seconde réponse révèle que plusieurs chercheurs académiques en thermodynamique et en conception de moteurs ont été plus directs dans des communications privées qui ont été partagées au sein des réseaux d'ingénierie. Le consensus parmi le petit groupe qui a examiné la documentation technique de près semble être que la base théorique est solide, que les revendications d'efficacité sont plausibles compte tenu de l'architecture et que les principales incertitudes concernent l'évolutivité de la fabrication et la fiabilité à long terme dans des conditions d'exploitation réelles, provenant de personnes dont la vie professionnelle est construite autour du scepticisme envers exactement ce type de revendication. Le silence des constructeurs concurrents est le signal le plus fort de tous. Volkswagen n'a pas émis de réponse. La division des piles à hydrogène de Toyota, que l'on pourrait s'attendre à voir s'emparer de toute preuve que la propulsion entièrement électrique a des limitations fondamentales, n'a rien dit. General Motors, qui a dépensé des milliards sur sa plateforme de batterie Ultium, n'a pas commenté. Ford, qui a rencontré de réelles difficultés avec ses programmes de véhicules électriques sur le plan financier, n'a pas abordé la question. Lorsque les acteurs établis se taisent sur une perturbation potentielle, cela signifie généralement l'une des deux choses. Soit ils l'ont évalué et ont trouvé cela insignifiant, soit ils l'ont évalué et sont terrifiés. Les comportements ici, le langage prudent, les réponses retardées, l'absence conspicue de rejet ne ressemblent pas à la première catégorie. Les industries qui devraient être terrifiées en ce moment. Parlons de qui perd si cette technologie fait ce que les premières données suggèrent qu'elle peut faire. La réponse évidente est l'industrie automobile traditionnelle. Et oui, les fabricants qui ont engagé des dizaines de milliards de dollars dans des plateformes de batteries au lithium-ion se trouvent dans une position compliquée en ce moment. Mais les constructeurs automobiles traditionnels ne sont en réalité pas les plus exposés. Ils ont été conscients à un certain niveau que l'architecture de batterie sur laquelle ils s'appuyaient n'était pas la réponse finale. Ils ont des divisions de recherche. Ils ont observé l'espace. Ils ont des options, même si exercer ces options sera coûteux et douloureux. L'industrie la plus exposée est celle de l'extraction de lithium. Le secteur de l'extraction de lithium s'est développé de manière spectaculaire au cours des années 2010 et au début des années 2020, en réponse directe aux prévisions de demande de véhicules électriques. D'énormes investissements en capital ont été réalisés en Australie, au Chili, en Argentine et au Nevada, basés sur des prévisions qui supposent que l'architecture des batteries resterait fondamentalement constante et que la demande évoluerait linéairement avec la production de véhicules. Ces prévisions se retrouvent maintenant dans des tableurs que leurs auteurs espèrent discrètement que personne ne réexaminera de sitôt. Une amélioration de l'efficacité de 30 à 40%, qui se traduit par 30% de cellules en moins par véhicule, ne ralentit pas seulement la croissance de la demande en lithium. À l'échelle projetée de l'adoption mondiale des véhicules électriques, cela pourrait potentiellement l'inverser. Les projets financés sur la base de prix du lithium projeté, qui supposaient une demande en constante augmentation, commencent à sembler très différents lorsque la courbe de demande s'infléchit dans la mauvaise direction. L'industrie du cobalt,
fait face à une version plus extrême du même problème. Le cobalt a toujours été le secret inconfortable de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Coûteux, concentré dans des régions géopolitiquement instables, associé à de graves préoccupations éthiques concernant les conditions d'extraction. L'industrie travaille depuis des années à réduire la teneur en cobalt dans la chimie des batteries avec un succès partiel. Une technologie qui réduit le volume total des batteries de 30% ne résout pas le problème du cobalt. Mais une technologie qui constitue le premier pas vers le remplacement complet de l'architecture lithium-ion en est une véritable avancée. Puis, il y a l'industrie des infrastructures de recharge. Des milliards de dollars ont été investis dans des réseaux de recharge rapide fondés sur Un modèle spécifique de fonctionnement des véhicules électriques. de longs arrêts de recharge, des connexions à haute puissance, des réseaux denses dans des corridors spécifiques. Une architecture de moteur qui extrait dramatiquement plus d'autonomie de la même énergie stockée modifie l'économie des infrastructures de recharge de manière qu'aucun des modèles d'investissement actuels ne prend en compte. Et ensuite, discrètement au fond de la salle, il y a l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière observe l'adoption des véhicules électriques avec une attention institutionnelle soigneuse, consciente que l'ensemble de son modèle commercial est en train d'être perturbé. Les analyses internes menées par les grandes compagnies pétrolières concernant les délais d'adoption des véhicules électriques ne sont pas publiques. Mais leurs décisions d'allocation de capital, leur stratégie de couverture, Leurs investissements dans les énergies alternatives racontent une partie de l'histoire. Elles ont modélisé une transition. Elles ont planifié une transition. La transition qu'elles ont prévue a une forme connue et un calendrier projeté. Une technologie qui comprime ce calendrier de 10 ans, qui rend les véhicules électriques beaucoup plus attrayants pour une plus large gamme d'applications, qui pourrait potentiellement éliminer les barrières de coûts et de chaînes d'approvisionnement qui ont maintenu les véhicules électriques hors des marchés émergents, n'est pas la transition qu'elles ont modélisée. c'est une version plus rapide et plus abrupte de cette transition. Or, plus rapide et plus abrupte n'est pas ce à quoi les structures de capital matures sont conçues pour s'adapter avec grâce. Pourquoi personne ne l'a vu venir? Voici le schéma. Cela vaut la peine d'être nommé directement parce que cela s'est déjà produit et que cela se reproduira. En 2016, La sagesse conventionnelle dans l'industrie aérospatiale était que les fusées orbitales réutilisables étaient une idée théorique intéressante qui ne serait pas économiquement pratique avant au moins une autre décennie. SpaceX a fait atterrir un propulseur de fusée de classe orbitale sur un navire-drone dans l'océan Atlantique. La sagesse conventionnelle s'est trompée d'environ une décennie, sauf que la décennie était déjà écoulée. En 2019, La sagesse conventionnelle parmi les chercheurs en batterie était que les batteries à état solide représentaient le prochain changement majeur d'architecture et qu'elles étaient à un minimum de 5 à 7 ans de viabilité commerciale. la conversation sur les batteries à état solide est en cours. Pendant ce temps, une architecture différente, que personne ne discutait vraiment, a produit des gains d'efficacité que la feuille de route des états solides ne promettait même pas. En 2006, La sagesse conventionnelle dans l'industrie automobile était qu'il n'y avait pas de marché de consommation pour les véhicules électriques haut de gamme. une petite entreprise nommée Tesla a été créée cette année-là et a commencé à travailler sur une voiture qui générerait une liste d'attente avant même d'exister. Le schéma n'est pas qu'Elon Musk est magique. Le schéma est que la sagesse conventionnelle des industries établies est construite par des personnes dont les incitations professionnelles sont alignées avec la continuation de l'architecture existante. Si vous avez passé 20 ans à développer une expertise dans la chimie des batteries lithium-ion, Votre carrière est en un sens très pratique un argument pour l'importance continue de la chimie des batteries lithium-ion. Reconnaître qu'une architecture différente pourrait rendre votre expertise moins centrale exige une sorte de courage professionnel que les environnements institutionnels ne récompensent généralement pas. Les personnes qui ont vu ces transitions précédentes venir étaient presque jamais les experts seniors des entreprises en place. Ce sont les personnes qui avaient moins à perdre en ayant raison sur une perturbation et plus à gagner. cette asymétrie façonne ce qui est dit publiquement, ce qui est financé et ce qui est rejeté comme spéculatif ou prématuré. L'architecture des moteurs à combustion étagée n'est pas venue d'un chercheur en batterie. Elle vient d'un programme de fusée. Elle vient d'un environnement où toute la culture était construite autour de la volonté de dépasser ce qui était considéré comme pratiquement réalisable. La culture d'ingénierie de SpaceX, peu importe ce que vous pensez de l'homme dont le nom est sur le bâtiment, Est véritablement inhabituelle dans sa manière de poursuivre de manière agressive la pensée des premiers principes.
Pas ce qui a été fait auparavant, pas ce que l'industrie considère comme réalisable, mais ce que la physique permet réellement. Lorsque vous appliquez cette culture à la conception de moteurs électriques, vous obtenez des réponses que la communauté de conception de moteurs électriques ne posait pas les bonnes questions pour trouver. C'est pourquoi personne ne l'a vu venir. Pas parce que les indices n'étaient pas là, mais parce que les indices étaient écrits dans une langue que les personnes les mieux placées pour les lire avaient des raisons professionnelles de ne pas chercher. Que se passe-t-il ensuite? Le futur proche a plusieurs formes possibles et celle qui se matérialise dépend de variables qui ne sont pas encore publiques. La version prudente se présente ainsi. La technologie s'avère plus difficile à fabriquer à grande échelle que ne le suggèrent les prototypes. Les gains d'efficacité de 30 à 40% sont réels dans un environnement d'ingénierie contrôlée, mais ne survivent pas pleinement au contact de la production de masse, des tolérances de la chaîne d'approvisionnement et du chaos général lié à la fabrication en volume. Dans ce scénario, l'architecture devient une entrée significative dans la conception de la prochaine génération et des moteurs, plutôt qu'un remplacement immédiat pour tout ce qui existait auparavant. Et honnêtement, même ce résultat redessine l'industrie. Les véhicules qui nécessitent moins de batteries coûtent moins cher à fabriquer. Les véhicules plus légers sont plus efficaces de manière qui s'additionne. Les marchés où le coût des batteries rendait les véhicules électriques impossibles deviennent soudainement viables. Le scénario conservateur reste donc un enjeu majeur. C'est juste un gros enjeu plus lent. La version moins conservatrice est plus inconfortable pour tous ceux qui dirigent actuellement une entreprise automobile. Les défis de fabrication s'avèrent solvables. Les gains d'efficacité se révèlent et s'améliorent au fur et à mesure des itérations, de la manière dont le moteur Raptor s'est amélioré avec le temps. Les premiers véhicules portant cette architecture atteignent les consommateurs dans un délai de 2 à 3 ans. Si cela se produit, la fenêtre de réponse pour chaque fabricant en place sur Terre est brutalement courte. Reconfigurer une chaîne d'approvisionnement automobile n'est pas un projet de 2 ans. Demandez à quiconque à essayer. C'est un projet d'au moins 5 à 8 ans, et cela suppose que l'organisation agisse avec urgence dès le premier jour. Si l'écart d'efficacité est aussi large que les premières données le laissent entendre, cet écart ne se fermera pas rapidement pour quiconque part de derrière. Et en ce moment, tout le monde, sauf une entreprise, part de derrière. Pour les gens ordinaires, les implications traversent toute cette complexité technique et aboutissent à quelque chose de simple. La personne dans une ville de taille moyenne qui évalue si un véhicule électrique a du sens financier. La famille dans un marché émergent, où les véhicules électriques étaient une discussion réservée aux pays riches parce que le coût n'était jamais justifié. Les barrières qui ont transformé les véhicules électriques en produits premium pour certains groupes démographiques pourraient être en train de s'effondrer. Pas parce que le gouvernement a écrit un chèque de subvention suffisamment important. Pas parce qu'une entreprise a fait un engagement public audacieux lors d'une conférence de presse. Mais parce que la physique sous-jacente de la technologie s'est améliorée de manière mesurable et structurale. C'est un type de changement différent de celui que l'industrie promet depuis longtemps. Les promesses sont faciles. La physique ne l'est pas. La vraie question, Jeremy Wade, l'homme qui a passé 9 saisons à chasser des monstres des rivières, a finalement dit quelque chose à laquelle je reviens sans cesse. Il a déclaré que les vérités incomplètes sont plus dangereuses que l'absence de vérité, car elles nous laissent croire que tout est gérable. L'histoire que la presse automobile et énergétique a racontée sur la transition vers les véhicules électriques a été une vérité incomplète. L'histoire selon laquelle la technologie des batteries était sur une courbe d'amélioration lisse et prévisible vers un avenir énergétique propre, géré par des acteurs connus suivant des règles connues. Cette histoire était assez vraie pour être réconfortante. Elle n'était pas suffisamment complète pour être exacte. Le tableau complet inclut les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, le problème du cobalt, la spirale de masse, le plafond thermodynamique que la chimie des batteries lithium-ion a approché. Le tableau complet inclut le fait que le développement le plus perturbateur dans la propulsion électrique depuis des décennies ne provient pas des divisions de recherche sur les batteries des fabricants établis, mais d'un programme spatial de personnes dont la culture professionnelle récompensait la remise en question des hypothèses que le reste de l'industrie avait cessé de remettre en question. La course aux véhicules électriques telle qu'elle existait est terminée. Pas parce que les véhicules électriques ont perdu, mais parce que les règles ont changé. La piste a changé. Le véhicule qui remportera la nouvelle course ne ressemble pas exactement au véhicule qui gagnait l'ancienne. Les ingénieurs qui comprennent ce qui vient de se passer n'en parlent pas encore haut et fort. Les entreprises dont les modèles commerciaux dépendent de l'ancienne course
ne partagent pas l'information. La presse grand public couvre la mauvaise histoire avec le mauvais vocabulaire technique. Mais les données existent. Les articles d'ingénierie existent. Les résultats préliminaires existent. Les marques de découpe sont dans le granit, pour ainsi dire. Et elles ne correspondent pas à l'outil dont on nous a dit qu'il les avait produites. Je suis Matthew. Ceci est Reef Discovery. Et les histoires les plus importantes que j'ai trouvées sont presque toujours celles que les personnes ayant le plus à perdre espèrent que vous ne remarquerez pas. Remarquez celle-ci.